Nous allons donc embrayer sur la deuxième présentation qui s'intitule « Éduquer aux économies d'énergie, représentation des élèves et pratique des enseignants ». Donc, dans un premier temps, nous allons nous présenter, puisque nous sommes un petit groupe d'enseignants et enseignants-chercheurs qui travaillons sur cette thématique et que nous sommes, vous allez voir, de spécialités très diverses. Donc il y a 3 absents aujourd'hui. Frédéric Gloméron, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation. Françoise Maguin, qui est maître de conférence en chimie. Et Agnès Pelé, qui est professeure formatrice à l'ESP Centre Val-de-Loire. Et donc, il y a Magali... pardon. Pardon, Magali. Il y a Mandarine Hugon, qui est à ma droite et qui est maître de conférence en psychologie sociale. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien. Du développement et de l'éducation. Voilà, merci Mandarine. Et puis moi-même, qui suis maître de conférence en biologie à l'ESP Centre Val-de-Loire. Notre étude se centre sur l'enseignement de l'éducation au développement durable dans les établissements scolaires et plus particulièrement sur l'éducation aux économies d'énergie, que j'appellerai par la suite très souvent « éduquer à l'énergie ». Si on se penche sur le contexte et qu'on regarde le terme « énergie », c'est un terme qui est polysémique, qui va avoir donc différentes significations selon le domaine et le contexte dans lequel on l'emploie. Si on regarde même dans le domaine de la physique, dans le domaine de la physique, la définition du concept d'énergie reste encore débattue. Et nous ne sommes pas dans le domaine de la physique. Ce concept est l'un des plus abstraits dans la physique. Il est également impliqué dans un réseau conceptuel très riche, énergie cinétique, énergie potentielle. Ça va nous renvoyer à un certain nombre de choses que nous avons vues il y a fort longtemps, pour un certain nombre. Mode de transfert, force, température. Et puis c'est quelque chose qui est employé également par les médias. Voilà. Avec des termes qui parfois ne sont pas employés avec les mêmes sens qu'utilisent les enseignants, les didacticiens en sciences physiques. Donc, ça va créer un certain nombre de difficultés pour les élèves, de compréhension, mais également des difficultés pour les enseignants dans la manière de l'enseigner. Autre élément à prendre en compte, l'énergie, l'éducation à l'énergie entre en ligne directe dans l'éducation au développement durable, qui est à l'heure actuelle extrêmement médiatisée, qui est présent dans notre quotidien, qui est présent dans les instructions officielles. Et un des objectifs, c'est quand même de former des citoyens, des futurs citoyens, à développer un esprit critique et à la capacité à faire des choix. Dans ce cadre-là, l'éducation au développement durable n'est pas une nouvelle discipline, mais elle correspond à plusieurs disciplines qui doivent travailler ensemble vers un côté transdisciplinaire, vers une pédagogie de projet. Nous avons pu constater qu'il y avait peu de travaux, peu de liens entre la didactique et l'éducation à l'énergie, ce qui va engendrer, ce que je vous ai déjà dit, des difficultés dans la mise en place en classe, des difficultés dans l'évaluation, et également qu'il n'y a pas de mesure d'impact sur les gestes. Donc, un certain nombre de difficultés face à cet enseignement, face aux difficultés de compréhension des élèves. Si on essaye de voir à quel niveau on va pouvoir se situer, on se rend compte que l'éducation aux économies d'énergie, comme toutes les éducations va s'intéresser à un individu, là on va s'intéresser aux élèves, va s'intéresser à ce qu'il se passe
au niveau de l'école, mais également ce qu'il se passe au niveau des familles. Et donc, on va essayer d'articuler voilà, l'intersection de ces trois grands cercles que nous avons présentés, en s'intéressant aux activités de classe et aux activités quotidiennes, aux activités familiales. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est le point rouge, c'est-à-dire, je fais le grand écart, c'est-à-dire, voilà, le transfert de ce qui se fait à l'école. Est-ce que ça va jusque dans les familles? Et est-ce que ce qui se fait dans les familles ce qui se fait dans les familles va vers l'école? Voilà, donc l'idée de transfert va particulièrement nous intéresser. Alors, pour cela, les objectifs de notre recherche sont donc d'établir un état des lieux de ce qui est proposé sur les économies d'énergie dans un collège. Pour cela, nous nous appuyons sur notre étude exploratoire dans la région centre. Nous nous sommes focalisés à 2 niveaux. Nous avons fait une focale sur les enseignants en nous intéressant à leur représentation, à leurs pratiques de classe et à leurs pratiques personnelles, ainsi qu'aux possibilités qu'offrent les instructions officielles. Et puis nous sommes également intéressés, bien sûr, aux élèves, leur représentation, leurs pratiques de classe et personnelles. Donc pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs protocoles méthodologiques. Dans un premier temps, nous avons pu observer, analyser les programmes scolaires, principalement dans les disciplines histoire-géographie, sciences physiques, technologie et SVT. Puis, nous avons mis en place un protocole du côté des élèves et un protocole du côté des enseignants. Ces protocoles restent des protocoles exploratoires pour l'instant, avec un objectif d'approfondir davantage cette recherche avec des outils plus importants et plus quantitatifs. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur des études qualitatives et qui doivent nous permettre d'aller plus loin ensuite, qui reste du coup pour l'instant une découverte de ce qui se passe sur le terrain. S'il te plaît, j'ai besoin de la diapo suivante. Donc du côté du protocole des élèves, on est allé dans une classe de 3e, 26 élèves interrogés, d'un établissement ordinaire dans la région centre. Donc on appelle ça un questionnaire, mais on va être sur quand même une étude qualitative, c'est-à-dire que dans le questionnaire, il y avait 3 questions, des questions qui nous permettaient de repérer le profil des élèves en les questionnant sur la profession de leurs parents, le lieu d'habitation, qui seront du coup des variables qu'on va prendre en compte, et puis une question plus générale, donc qui était la consigne en fait, proposée aux élèves, et ils avaient 2 pages pour pouvoir répondre. Certains les ont utilisées, d'autres pas du tout. Et donc la consigne, c'était, elle est indiquée là, être un éco-citoyen, c'est être attentif à l'environnement, développement durable, mais c'est aussi faire attention aux économies d'énergie. Comment expliquerais-tu à un enfant les différentes façons d'économiser l'énergie dans la vie de tous les jours? Tu peux illustrer d'exemples. Donc l'objectif en posant cette question, c'était de repérer les représentations que les élèves pouvaient avoir des économies d'énergie, comment ils les transféraient sur des gestes précis. Est-ce qu'ils arrivent à proposer des gestes précis ou pas du tout, et quel type de gestes ils proposent. Donc ça donnera lieu à une analyse avec le logiciel Alceste, que je vous présenterai ensuite. Et puis, ces questionnaires ont été complétés par une analyse d'entretien semi-directif auprès de 10 élèves de cette même classe, 6 garçons, 4 filles, pour compléter et mieux comprendre ce qu'ils ont pu exprimer à l'écrit en réponse au questionnaire. Et puis ensuite, un protocole enseignant, où là, du coup, on s'est plutôt penché sur leur point de vue, le point de vue des enseignants, comment eux, ils considèrent cet enseignement des économies d'énergie dans un établissement aussi ordinaire en région centre, le même que pour les élèves qui ont été interrogés. Donc ça nous permettait, nous, ensuite de faire les liens entre ce que nous ont dit les élèves et ce que disent les enseignants. Donc là, ça a donné lieu à 5 entretiens avec 5 enseignants de disciplines différentes, technologie, SVT, sciences physiques, histoire-géographie et documentalistes.
Là, l'entretien était centré sur leur conception de l'éducation aux économies d'énergie, les activités qu'ils proposent en classe avec les élèves dans leur discipline, le discours et le comportement qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs propres élèves et leurs pratiques personnelles, les pratiques personnelles de ces enseignants. Donc, ce qu'on vous présente, ce sont les résultats très synthétisés, parce qu'on va essayer de vous présenter tous les résultats de ces différents protocoles, mais voilà, il reste synthétique et on pourra développer si vous avez des questions. Alors oui, résultats synthétiques, non, je ne vais pas reprendre discipline par discipline en ce qui concerne l'analyse des programmes. Cependant, lorsque l'on a analysé les programmes du collège, eh bien, on a pu se rendre compte qu'il y avait possibilité de faire de nombreuses possibilités de travailler sur les économies d'énergie dans les différentes disciplines que nous avons auscultées par rapport au programme. Différents aspects dans plusieurs disciplines, des choses en histoire-géographie en 6e et en 5e, mais avec des échelles différentes, avec des études de cas locales et puis des études de cas globales. On change d'échelle. Des choses en sciences physiques en 5e, 4e et de façon plus importante en 3e. Et en SVT également des choses par rapport aux ressources énergétiques au niveau de la 3e. Il y a possibilité de travailler de façon transdisciplinaire en associant différentes disciplines lorsque l'on peut travailler sur les thèmes de convergence qui sont repris en SVT, physique et technologie. Mais on se rend compte, si on analyse les programmes, qu'il y a peu d'éléments qui aident à la mise en place de ces thèmes de convergence, qu'il y a également peu d'éléments ou d'activités qui sont explicitement liés aux gestes associés aux économies d'énergie, et qu'il y a en plus pas du tout de référence par rapport au transfert vers la vie quotidienne, vers ce qu'il y a possibilité de faire au collège et à la maison. Donc on peut se dire qu'il y a quelque part une perte de sens par rapport à l'objectif initial, de compréhension de ce que sont les gestes à mettre en place, et ça ne doit pas s'arrêter que à ça, mais les gestes qu'il faut mettre en place pour mettre en place des économies d'énergie et la vie quotidienne au collège ou à l'école. Non, je peux y aller. En ce qui concerne les pratiques des élèves, donc là, il s'agissait de regarder par rapport aux 10 entretiens que nous avons réalisés. Les élèves ont des représentations différentes. Ils peuvent parler de choses de leur vie quotidienne, mais ils peuvent également parler de thèmes très généraux qu'ils vont entendre au niveau des médias, qu'ils auront vus également en cours. Ils parlent beaucoup du registre, ils sont beaucoup sur le registre de la contrainte. Il faut, on me demande de. Donc pas forcément, voilà, pas forcément d'application, de réflexion par rapport à ça et d'investissement particulier. Donc connaissance scolaire et médiatique. La seule exception qui concerne le tri sélectif, dans ce collège, ça a été un grand thème. Il y a eu un thème autour du tri sélectif puisque le collège est dans une commune où il y a eu une obligation de tri sélectif, et donc tous les élèves nous ont parlé du tri sélectif qui était fait à la maison parce que l'on n'avait pas le choix. Peu de transferts également entre l'école et la maison et entre la maison et l'école. En revanche, on peut souligner, ce qui n'est pas marqué forcément sur la diapositive, que les élèves sont demandeurs. On ne s'attendait pas, mais les élèves demandent. Ils disent on nous enseigne des choses, mais on ne le met pas en place. Et donc il y a une certaine incompréhension par rapport à ça. Donc pour compléter ce que vient de dire Evelyne, on va à peu près avoir les mêmes conclusions, mais c'est pour vous montrer aussi l'intérêt d'une analyse plus approfondie à partir du questionnaire qui a été proposé avec la petite consigne que je vous ai lue. Donc cette analyse, elle a été faite à partir d'abord d'une analyse papier-crayon, des réponses des élèves,
où on a pu repérer les grands thèmes, les grands gestes, les grandes pratiques qu'il propose. Et puis ensuite, on a utilisé ce fameux logiciel Alceste qui nous permet de repérer les différences de discours et surtout de voir si ces discours sont liés à des variables ou pas du tout. Donc les variables que nous, on a prises en compte, j'ai oublié tout à l'heure le genre, le lieu d'habitation et la profession des parents. On se rend compte, grâce à cette analyse Alceste, que le lieu d'habitation et la profession des parents ne semblent pas avoir d'effet, de lien avec le discours des élèves. Par contre, le genre, oui. Alors, de façon plus générale, voilà ce que nous propose en premier le logiciel. C'est ce qu'on appelle un dendrogramme de classification hiérarchique descendante, où il nous montre qu'il y a 4, donc on appelle ça des classes, mais c'est des profils en fait, 4 profils différents de discours. Et ces profils, il essaye de les rassembler en fonction des occurrences, des mots qui ont été le plus repérés dans chacun de ces profils. Et donc, il nous montre qu'on a les profils 1 et 2 qui sont plutôt regroupés sous un thème que nous avons choisi d'intituler « Échelle personnelle appropriation », c'est-à-dire que quand on regarde plus en détail le discours de ces élèves-là, il est plus centré sur effectivement l'appropriation de gestes particuliers et sur une échelle plus personnelle. Tandis que de l'autre côté, les classes 3 et 4 nous montrent des discours qui sont plus centrés sur une échelle plus générale, plus collective, plus globale. Et on est simplement sur des intentions plus que sur des gestes réalisés réellement. Donc pour vous montrer plus en détail, mais rapidement, chacune des classes, dans la première classe, donc, qui fait partie du groupe échelle personnelle appropriation, on a un discours plutôt caractéristique des filles. Donc c'est là où on revoit apparaître la variable genre. Principalement, ce sont des filles qui ont c'est le discours des filles qui a été recensé dans cette classe. Et donc, si on analyse leur discours, on se rend compte qu'elles sont centrées sur des éco-gestes et sur du quotidien. Et elles vont davantage mettre en avant des verbes d'action, donc pour montrer qu'elles sont impliquées et qu'elles sont dans l'activité réelle. Ensuite, la classe 2, je passe rapidement, j'avais mis des exemples de phrases, mais voilà, si vous avez le temps de les lire, c'est bien. La classe 2, c'est pareil, on est sur de l'appropriation. Là, on a plutôt un discours de garçon, avec une vision plus à long terme. Donc là, on a le côté durable qui est plus présent dans leur discours, et on est par contre, davantage sur des aspects techniques, sur les mots qui sont utilisés, c'est plutôt des matériaux. Par exemple, on a le toit, on a les panneaux solaires, on a le bois, etc. Tous ces éléments-là qui ne sont pas du tout évoqués du côté des filles, qui, elles, restent sur du quotidien, des tâches quotidiennes à la maison. Ensuite, on a une troisième, donc le troisième profil qui, là, est plutôt de l'autre côté, donc côté échelle collective et intention, où là, c'est un discours plus caractéristique des garçons qui vont nous parler davantage d'environnement et qui vont rester sur une définition du développement durable sans faire de lien avec la pratique réelle. Donc, ils vont être juste sur voilà, ce qui peut être fait, mais de façon générale. Par exemple, c'est protéger la planète en évitant de la polluer. Voilà. Mais ça ne va pas plus loin. Et puis, la quatrième classe qui est dans le même ordre d'idées, où là, c'est le discours plutôt caractéristique des filles qui est représenté dans cette classe et où on a affaire à des gestes pratiques de consommation. Donc encore là, les filles, on est plus sur du quotidien et des choses plus liées à ce qui se passe à la maison, mais on reste sur des intentions davantage liées au recyclage et à la lutte contre la pollution. Donc là, le thème des économies d'énergie est beaucoup plus élargi au thème de développement durable. Donc la réponse à la question, elle était un peu décalée. Ce qui peut nous amener aussi à penser qu'il y a peut-être des confusions de sens dans ce qu'on peut entendre et attendre des économies d'énergie. Donc ça a relié aussi avec ce qui est fait dans les cours, en classe. Donc pour synthétiser rapidement ce que je viens de dire, mais la synthèse je l'ai un peu faite, on a des discours donc différents selon le genre, des filles plutôt centrées sur ce qui se passe à la maison,
des garçons plutôt centrés sur l'environnement de façon générale et des aspects plus techniques. Donc ça, bon, bah, c'est une question à se poser. Hein. Pourquoi on a cette différence de discours? Alors évidemment, ce logiciel, il marque un peu plus hein, les différences. Et donc voilà, c'est pas forcément aussi précis quand on regarde en détail les discours de chaque élève. Donc il faut faire attention aussi aux effets du logiciel, mais c'est quand même à penser en termes de stéréotypes et de façon d'enseigner aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est amené, induit du côté de l'enseignement, du côté de l'éducation, pour voir ces différences de discours selon le genre? On repère par ailleurs qu'il y a des différences de discours liées aux économies d'énergie. Ça rejoint ce que disait Evelyne sur l'analyse des entretiens qui ont été faits, hein, où on a d'un côté plutôt des discours sur le local et d'autres sur quelque chose de plus global, plus large. Donc ça nous amène quand même à se poser des questions, parce que là, c'était des élèves qui étaient dans la même classe, qui ont suivi les mêmes enseignements et qui ont quand même des visions très différentes des économies d'énergie. Donc qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce qui est proposé dans les enseignements et bien, ça nous permet aussi de poser les choses en disant que voilà, chaque élève a sa façon d'enregistrer ce qui lui est proposé, de comprendre ce qui lui est proposé. C'est sûrement relié à ce qui se passe dans les familles aussi, donc c'est ce qu'on voudra aller voir dans une prochaine étude. Mais ça peut supposer aussi de proposer de travailler davantage en groupe dans les classes pour éviter ces représentations trop éloignées les unes des autres. Comment faire pour qu'ils aient une représentation qui se rejoigne? En plus de ça, on peut rajouter qu'on retrouve dans ces stéréotypes, on va retrouver des choses qui sont faites en classe, par exemple par rapport aux matériaux. La technologie, on travaille sur les matériaux en troisième, sur l'isolation, on travaille sur ce genre de domaine. Et se dire finalement, ce qui en ressort, ce sont les garçons qui sont intéressés par ça, plus ou moins, hein, bien sûr, hein, on ne peut pas faire de généralité. Mais c'est ce qu'ils arrivent à nous dire. Le côté matériaux interpelle quand même par rapport aux instructions officielles, par rapport à ce qui est fait en classe. Ce qui me permet d'embrayer. Lorsque nous avons travaillé avec les enseignants, donc avec des entretiens, nous avons interrogé les enseignants sur leur représentation sur les économies d'énergie, sur leurs activités réalisées en classe, et puis sur leur engagement personnel, ce qu'ils font chez eux. Nous avons essayé d'analyser, de mettre en place, de comparer les enseignants. Et donc, nous avons pu mettre en avant particulièrement la documentaliste, hein, qui avait des représentations affirmées, concrètes. Je peux même vous citer un exemple, c'est les énergies qui sont la source de toutes les pollutions. Donc les économies d'énergie, c'est le préalable à tout, sur tout ce qui est fait, transport, ampoule, habitat, isolation, chauffage. L'engagement de cette personne est fort, hein, je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais l'engagement est fort, un engagement associatif, elle est très impliquée. Et au niveau des activités réalisées, c'est la seule qui nous parle de projets pluridisciplinaires, de travail avec les enseignants des autres disciplines, les autres disciplines qui sont représentées hein, dans le tableau. Elle cherche à faire réfléchir les élèves, à développer leur esprit critique. En revanche, je ne vais pas vous présenter tous les enseignants, hein, mais l'enseignante de SVT a des représentations générales. Essayer de ne pas trop consommer d'énergie, tout ce que l'on peut faire pour essayer d'en limiter la consommation. Les exemples ne sont pas précis, on reste dans le global. Son engagement personnel, eh bien, elle est engagée, hein, elle a des habitudes de consommation, elle a des habitudes dans sa maison. Et en ce qui concerne les activités réalisées, eh bien, très peu de choses, des gestes imposés dans la classe, éteindre la lumière en partant, fermer l'ordinateur, sans aucune réflexion par rapport à pourquoi on fait ça.
Si l'on fait une synthèse sur les résultats obtenus lorsque l'on a analysé les entretiens des enseignants, Enseignantes. Enseignantes, nous n'avons eu que des filles. Oui, toutes là. Oui, oui, oui. C'était les enseignants de la classe de 3e. Hein, oui, oui. C'était les enseignants de la classe de 3e. Si l'on fait une synthèse sur les entretiens réalisés avec les enseignants, on peut mettre en avant qu'il y a eu un décalage entre les représentations de ces enseignants sur les économies d'énergie, les actions personnelles et les actions qui sont mises en classe, qui sont réalisées en classe. Ce décalage, voilà, est souvent mis en avant, expliqué. Il y a des instructions officielles, je ne sais pas comment faire. J'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps. Voilà, les enseignants se retranchent derrière les instructions officielles, sauf la documentaliste. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va faire le lien, ça sera un élément moteur dans ce collège pour la mise en place de projets. Et il y a un projet qui arrivait dans ce collège autour du jardinage et qui allait fédérer un certain nombre d'enseignants autour d'un projet éducation au développement durable. On a pu s'apercevoir également que l'engagement il était plus ou moins fort et que cet engagement pouvait expliquer également la volonté de mettre en place des choses, des activités liées aux économies d'énergie dans les classes. Cependant, il n'y a pas ou peu de mise en situation réelle, sauf la documentaliste. Et il y a souvent une contradiction entre ce qui est dit dans les cours et ce qui est fait dans le collège. Pour conclure, on se rend bien compte, après avoir eu une vision de ce que disent les élèves, de ce que disent et ce que font les enseignants, qu'il y a un décalage entre les programmes et les activités réalisées en classe, que ça représente un certain nombre de difficultés pour les enseignants qui sont en cohérence avec un certain nombre d'articles qui sont parus sur les difficultés liées à l'éducation au développement durable, hein, pas spécifiquement à l'éducation à l'énergie. Que la vision des enseignants elle est différente et qu'elle est en lien avec la discipline enseignée. Qu'il semblerait que l'engagement personnel en dehors du collège soit un facteur sur lequel il est possible de jouer et qui permette de mettre en place des éléments liés au développement durable dans le collège. Donc ça, c'était plutôt la vision enseignant. Et en ce qui concerne les élèves, eh bien, on voit que les élèves, ils sont critiques, demandeurs, mais qu'ils ont la flemme ou qu'ils oublient, ce sont des adolescents en 3e. Et également qu'ils sont dans un registre du discours culpabilisant, comme un certain nombre d'informations qui sont véhiculées par les médias, par les manuels sur le développement durable et sur les conséquences. On a une vision très catastrophique et on n'est pas dans le pouvoir d'agir, alors que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait travailler. Donc, du coup, de ces conclusions, on a fait quelques propositions pratiques qui restent de simples propositions. Il faudrait les creuser davantage. Mais ces conclusions nous amènent déjà à penser la façon de développer l'esprit critique des élèves, comment les amener à cette capacité à faire des choix, à s'engager. Donc ça, c'est une grande question qui mérite d'être creusée aussi au niveau de la formation. Comment amener également les enseignants à permettre aux élèves de développer cet esprit critique. Dans les autres propositions pratiques, d'après ce qu'on entend chez les élèves et ce qu'on entend chez les enseignants, des actions plus concrètes qui permettraient davantage de travailler le transfert et d'intégrer les résistances potentielles de certains élèves permettrait effectivement donc ce transfert. Et pour ce faire, les actions concrètes seraient encore plus efficaces d'après nous et
D'après un certain nombre d'auteurs également. Pas mal d'auteurs. Une démarche de projet impliquant les élèves. Donc, l'objectif, c'est de travailler par projet pour travailler l'éducation au développement durable et donc de travailler cette transdisciplinarité. Donc, ça pose cette question, notre recherche, elle pose aussi cette question de comment permettre la transdisciplinarité, comment permettre de travailler davantage en équipe entre enseignants, pour mettre en place ces démarches de projet qui doivent impliquer l'élève. On ne doit pas être seulement sur de la démarche de projet pour de la démarche de projet, mais il faut que l'élève soit impliqué. Un autre élément important, c'est l'exemplarité qui est nécessaire dans les établissements. Donc ça pose aussi la question de façon plus générale, sortir de la classe et aller plus loin au niveau établissement. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans l'établissement de façon générale et comment on montre l'exemple aux élèves pour qu'ils aient aussi envie d'appliquer et pas seulement juste l'idée en tête. Voilà. On a plusieurs perspectives de recherche. La première, c'est celle qui est en cours, et donc je vous l'avais annoncé au début, une étude plus quantitative où nous avons en fait essayé de construire un questionnaire à partir de tous ces entretiens, de toutes ces conclusions, qui est destiné aux élèves de 3e, pour permettre de repérer davantage leur représentation et les gestes liés aux économies d'énergie, pour mieux comprendre de façon plus générale comment ça fonctionne, puisque là on était juste dans une petite classe, donc on va aller plus loin, et là c'est des questionnaires qui ont été distribués dans toute la région, donc on est sur 300 questionnaires, un recueil d'à peu près 300 questionnaires, on est en train d'essayer de les analyser avec le temps que l'on a. Et puis voilà, dans les perspectives, la première c'est la principale. L'objectif final, ça serait d'approfondir le repérage des besoins en formation et aller plus loin sur comment permettre de former davantage les enseignants à cette pratique transdisciplinaire. Ces recherches ont donné lieu à 2 communications dans des colloques internationaux. Voilà, simplement pour dire où on en est aussi sur cette recherche. Merci beaucoup. Merci. Alors, vu le temps et le dépassement horaire, éventuellement une question, s'il y a quelqu'un qui a une question. Merci pour votre présentation, j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais une petite question par rapport justement aux perspectives. Je voulais savoir si vous envisagiez d'intégrer les travaux en psychologie de l'engagement, parce que, parce que justement ça montre qu'il n'y a pas de lien entre attitude et comportement, et donc ça permettrait justement d'engager davantage. Alors on a un spécialiste, c'est Frédéric Gloméron. Donc on n'est pas spécialiste de cette théorie-là de l'engagement, mais oui. Ça fait partie de nos références. Mais du coup, voilà, on est en train d'élaborer effectivement une réflexion vis-à-vis de ces références-là théoriques. Ok, d'accord. Merci. On est parti au départ sur les théories plus liées à la représentation et l'idée que les représentations influencent les comportements. Mais effectivement, cette théorie de l'engagement nous remet amène en cause ça. En fait, il n'y a pas de lien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'effectivement, il y a plein de résistances qui se mettent en place. Merci. Donc,